À la une, la conférence du président Ouattara cet après-midi au Forum des marchés émergents à Paris. Devant un parterre de personnalités, Alassane Ouattara a exposé sa vision du monde et singulièrement de l'Afrique en 2050. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris en début de journal. Le gouvernement ivoirien lance la répression contre les contrefacteurs. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est désormais opérationnel. Ses dirigeants s'engagent à mener une lutte sans merci contre les réseaux criminels. À l'étranger, après 2 ans de guerre civile, le Soudan du Sud est plongé actuellement dans une situation alimentaire alarmante. Selon le Programme alimentaire mondial, il manque environ 381 000 tonnes de céréales et la sécheresse qui secoue le pays en rajoute au drame. Et puis, une commission de la Chambre des députés du Parlement brésilien s'est prononcée hier pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir enfreint la réglementation budgétaire pour favoriser sa réélection en 2014. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cet exposé enlevé du chef de l'État cet après-midi au Forum des marchés émergents à Paris. Devant un parterre de personnalités, le président Ouattara a exposé sa vision du monde et singulièrement celle de l'Afrique en 2050. La rencontre qui s'est déroulée à la Banque de France a vu la présentation de l'ouvrage intitulé « Le monde en 2050 pour une population mondiale plus juste, plus prospère », les précisions de notre envoyé spécial à Paris, Habiba Dambélé Sawé. Devant 140 participants, le docteur Alassane Ouattara a présenté sa vision d'une population africaine qui représente 1/6 de la population mondiale, soit un peu plus de 1,2 milliard et qui comptera pour 54% de la croissance démographique mondiale d'ici à 2050, pour une population estimée à 10 milliards d'individus. Selon le président Alassane Ouattara, la population africaine rattrapera celle des régions les plus développées, comme l'Amérique du Nord, dès 2018. Ainsi, le Nigeria deviendra le 3e pays le plus peuplé devant le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde. Cette forte croissance, selon le président Alassane Ouattara, sera encore plus prononcée en ce qui concerne la population d'actifs. La plus grande partie de la progression du nombre d'actifs dans le monde reviendra au continent africain. En Afrique subsaharienne, cette population active passera de 518 millions à 1,3 milliard en 2050. Devant ce constat qui démontre le dynamisme de la croissance démographique en Afrique, les dirigeants du continent, mais également du reste du monde, se doivent de gérer avec responsabilité cette explosion démographique. Des défis importants restent à relever. L'éducation et la formation de cette jeunesse, ainsi que son intégration sur le marché du travail. Dans 35 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde. Plus que l'Europe, plus que l'Asie, plus que l'Amérique. Et nous aurons également une population qui va représenter 55% de la population mondiale. Une population jeune, une classe moyenne importante. Alors tout cela demande un certain nombre de décisions à prendre dès à présent. Parce que vous voyez, à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. Donc dans 35 ans, c'est vous dire quel sera le pourcentage. Cela veut dire que nous avons à investir dans l'éducation, c'est pour ça que nous avons l'école obligatoire, dans les universités, parce qu'il faut de l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, et ainsi de suite, mais surtout dans la santé, parce que nous voulons que ces jeunes gens soient en bonne santé. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté, c'est la nécessité pour les Européens de comprendre que si cette population est bien éduquée et qu'elle veut aller se former ailleurs qu'en Afrique, cela doit être possible. Parce qu'après tout, le continent africain a accueilli, volontairement ou pas, des populations d'autres continents qui ont même colonisé à un moment donné le continent africain. Donc ces questions de migration doivent être revues au plan politique avec beaucoup plus de sérénité. Donc j'ai insisté sur le fait que les Africains ne veulent pas aller en dehors du continent, sauf pour essayer d'améliorer donc leurs connaissances, leur expérience, et que ceci est important pour que donc il y ait cette coopération qui soit de confiance. Le troisième élément, c'est la responsabilité de nos pays.
de faire en sorte que nos jeunes soient bien éduqués, bien soignés, bien formés et que nous puissions leur trouver du travail. Parce que, en réalité, c'est le but de la politique économique, c'est de pourvoir des emplois, notamment pour les jeunes. Et en résumé, l'Afrique est un continent d'avenir. Il y a des défis qui se posent à nous. Il y a donc une possibilité pour les Africains d'occuper une place de choix dans 35 ans, d'avoir un leadership, et tout cela doit se traduire au quotidien aujourd'hui par les politiques que nous pourrions mener. Selon Alassane Ouattara, l'Afrique vit une mutation démographique. Elle doit relever les nombreux défis posés par sa jeunesse pour bénéficier pleinement du dividende démographique, comme l'a fait la Chine et de nombreux pays asiatiques avant elle. Ce faisant, elle deviendra le prochain continent émergent à l'horizon 2050. Le président de la République, soucieux de positionner la population au centre de la croissance économique, a doté la Côte d'Ivoire d'un office national de la population et adopté en 2015 une nouvelle politique nationale de la population, intégrée dans le plan national de développement 2016-2020. La Côte d'Ivoire, grâce à différentes réformes, notamment la bonne gouvernance et la gestion transparente des ressources publiques, a été classée pendant 2 années consécutives parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le monde par le Doing Business. Avant cette brillante intervention du président de la République, le gouverneur honoraire de la Banque de France, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Comdessus, a présenté le président ivoirien comme un grand leader, un homme déterminé, un homme de paix et plein de fraternité. Il a vanté ses résultats remarquables au plan économique et son leadership. Il a clos ses propos en disant ceci: « Tu es un exemple, non seulement pour ton pays, mais aussi pour le monde. » Le livre intitulé « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse » a été offert aux personnalités invitées à ce forum. Il présente les multiples scénarios d'un monde envisageable en 2050. Il a été coécrit par 26 personnalités et chercheurs du monde entier. Sa rédaction a duré 2 ans. Cette intervention du chef de l'État à Paris a aussi mis en lumière les défis d'une bonne transition démographique en Afrique. Son exposé a suscité des réactions de personnalités au rang desquelles des rédacteurs du livre intitulé « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste » ainsi que des membres du gouvernement. Ils sont au micro de notre envoyé spécial. Un forum très important qui donne l'occasion donc à des sommités de ce monde pour réfléchir et penser le monde de demain. Et cette année, donc, le président de la République est intervenu sur un sujet important, le sujet de la démographie, le sujet du dividende démographique. Il s'agit de problématiques qui intéressent au premier plan le ministère du Plan qui a en charge des questions de planification, mais également donc, qui fait de la prospective, c'est penser le monde dans le futur. La structure même du monde va changer, dans le sens où 3 pays africains seront parmi les 10 pays les plus peuplés du monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons une Afrique dans laquelle vous avez beaucoup de jeunes. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. La question de la transition démographique est une question essentielle. Donc ça faisait partie des thèmes majeurs qui ont été évoqués. Et le chef de l'État a d'ailleurs fait une adresse sur la question, qui a d'ailleurs été très bien appréciée par l'audience. La présence de M. le Président Ouattara était également clé, parce que ça montre à quel point d'abord c'est important pour les dirigeants africains, dirigeants de premier plan, de venir soutenir ce type de travaux, d'avoir un forum comme ça qui ne soit pas uniquement entre des politiques. C'était une conférence excellente, comme toujours, et on a eu des interventions des ministres des Finances, mais aussi les chefs d'État, comme le président, et c'était bien reçu. J'étais très impressionnée par ce que votre président a dit. Il veut avoir plus d'écoles, éduquer les filles et protéger les jeunes filles quand elles sont à l'école. Retour à Abidjan, je vous l'annonçais en titre, le gouvernement ivoirien lance la répression contre les contrefacteurs. Le comité national de lutte contre la contrefaçon est désormais opérationnel.
Ces dirigeants s'engagent à mener une lutte sans merci contre les réseaux criminels. Ils ont donné cette assurance hier au cours d'une rencontre avec des acteurs du monde informatique. L'éclairage de l'ancien Bakayoko est commenté par Adama Kone. L'alimentation, le cosmétique, les jouets, les composants électroniques, les matériaux de construction, les téléphones portables et même les médicaments. Bref, la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier, menaçant directement la sécurité et la santé des consommateurs. Pour la Côte d'Ivoire, les priorités sont là. En premier lieu, nous allons faire de la sensibilisation, de la communication. Ensuite, nous allons faire de la formation et le dernier stade, ce sera vraiment la répression. Dans les entreprises victimes, les conséquences sont désastreuses. Perte de parts de marché et dégradation de l'image de marque des produits originaux. En ce qui concerne l'État, c'est une source d'évasion fiscale. Le dispositif mis en place vise tous les vecteurs de fraude et s'appuie sur un éventail de directives. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. Jusque-là, on se contentait simplement de saisir les marchandises contrefaisantes ou bien les produits piratés, les CD et autres, et on les détruisait et après, les contrefacteurs reprennent leurs activités criminelles. La contrefaçon et la piraterie sont des délits. Très prochainement, tous ceux qui seront arrêtés seront déférés devant le procureur de la République. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon a obligation de produire chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité transmis au ministère en charge de l'industrie. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire effectue une tournée à l'intérieur du pays. Il s'est rendu à Yamoussoukro pour visiter des projets financés par la Banque mondiale. Ensuite, à San Pedro, Pierre Laporte a rencontré les autorités portuaires en vue d'évaluer l'important projet d'extension de ce port d'un montant de 950 milliards de francs CFA. La Banque mondiale entend mobiliser des partenaires pour le démarrage imminent du projet, comme nous le montre Kader Sogodogo. À Yamoussoukro, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire a eu une rencontre avec les acteurs de la vie publique. Il était question d'échanger sur l'impact des travaux d'adduction en eau potable, en électrification et en assainissement réalisés dans le cadre du PRICI à hauteur de 13,3 milliards de francs CFA. Des travaux qui ont permis de mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable dans la commune de Yamoussoukro et ses environs. Il en est de même pour l'éclairage public qui a été renforcé. Après Yamoussoukro à San Pedro, une rencontre avec la direction générale du port autonome a fait l'objet de la présentation d'un projet d'extension et de développement du deuxième port de Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020, d'un coût global de 950 milliards de francs CFA. À terme, ce projet permettra au port autonome de San Pedro de passer de 300 milliards à 1500 milliards de recettes douanières avec environ 50 000 emplois directs et indirects. La Banque mondiale entend étudier la question du financement de ce projet avec d'autres partenaires au développement. Nous, la Banque, nous sommes là pour justement aider le pays, le port, pour peut-être trouver des fonds où on peut, ou sinon mobiliser les autres collègues bailleurs de fonds. Des propos qui donnent de réelles notes d'espoir au staff managérial du port autonome de San Pedro. C'est heureux pour nous que cette discussion avec la Banque mondiale puisse tenir. Et derrière cela, on a beaucoup d'espoir de voir une contribution de la Banque mondiale, ou en tout cas des composantes de la Banque mondiale, nous accompagner dans la réalisation de cette ambition. Une visite guidée du port autonome de San Pedro a mis fin à la tournée de 3 jours à l'intérieur du pays de Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, le Togo, la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique ce soir, cette rencontre d'entretien entre les jeunes républicains et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Sur la table des échanges, le défi de la mobilisation de la jeunesse du Rassemblement des Républicains. À cela s'ajoute la nouvelle stratégie de consolidation de la base de la jeunesse républicaine. Le compte-rendu est signé Mamadou Kouassi. Une minute de silence en mémoire des victimes de la crise post-électorale. Ce lundi 11 avril 2016, avant d'entamer ce moment d'échange entre le président de l'Assemblée nationale et les membres du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Dassassan et ses camarades sont allés exposer à Guillaume Soro leur stratégie de mobilisation et de consolidation de la base dans l'édification du futur parti unifié.
La jeunesse du RDR veut aussi jouer un rôle essentiel. Le président de l'Assemblée nationale est très réceptif à notre vision de rassembler davantage les jeunes et de continuer à assurer la mobilisation constante et de proximité de la jeunesse républicaine et faire face aux défis du futur. La démarche du RJR est saluée par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et par ailleurs cadre du RDR. Cette lutte, ce combat que, ensemble, sans exclusion, que nous avons mené, il ne m'est jamais venu à l'esprit un seul instant d'apporter la liberté et d'apporter la libération dans ce pays sans une réelle liberté. C'était ça le sens de notre combat. Le président de l'Assemblée nationale a invité les jeunes du RDR à prendre leurs responsabilités dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire et surtout pour la consolidation des idéaux du Rassemblement des Républicains. Faire en sorte que le RJR apporte une note de fraîcheur dans le combat engagé. C'est vous la relève demain de ce parti. Le président de l'Assemblée nationale a par la suite demandé à ses hôtes de sillonner tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire pour passer le message du vivre ensemble, un message cher aux pionniers du RDR. Direction maintenant le département de Guitry, dans le sud-ouest du pays, en vue d'encourager les militants du Rassemblement des Républicains à fournir plus d'efforts pour l'implantation du parti dans toutes les localités du département. La ministre Anne-Désirée Oloto a effectué le déplacement. Elle a profité pour installer le nouveau départemental. On retrouve Mamadou Kouassi. Anne-Désirée Oloto, en communion avec les militants du Rassemblement des Républicains du département de Guitry, une zone où le parti est en plein essor. De 12 sections en 2010, le Rassemblement des Républicains y enregistre à ce jour 38 sections. Mais les militants veulent faire encore plus. Implanter le parti davantage, c'est-à-dire les localités où le parti n'est pas implanté. Donc nous comptons nous installer et être encore leader dans le département de Guitry. L'installation du départemental du RDR a été l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Oloto d'échanger avec les militants sur la vie du parti. Elle a rassuré les jeunes et les femmes des actions en cours d'exécution pour leur épanouissement. L'envoyé de la direction du Rassemblement des Républicains a indiqué que les préoccupations de la base seront toutes prises en compte, mais il faut poursuivre davantage la mobilisation pour l'extension du parti. Le RDR maintenant doit travailler à l'épanouissement de ses militants. Pour que les militants soient toujours forts et debout. Le RDR doit continuer à ratisser l'âge pour rassembler les Ivoiriens. Mieux. Le RDR doit travailler pour le changement de mentalité. Notre mission n'est pas terminée, que nous devons pousser notre champion, tirer à Alassane Ouattara, pour qu'il tire mieux le développement et la paix. Voilà votre nouvelle mission. La ministre Anne-Désirée Oloto a parlé des actions de développement entreprises par le président de la République en faveur des populations. Au nombre de ces actions, le bitumage de l'axe d'Ivo-Guitry, long de 105 km. Anne-Désirée Oloto a par ailleurs félicité les militants du RHDP pour la réélection du président Alassane Ouattara à plus de 80% à Guitry. Les futures élections locales, la transformation du RHDP en un parti unifié, le référendum, tous ces sujets ont été au cœur de la tournée politique à Bouaké du secrétaire général de l'UDPCI, Tchagba Bogi Laurent. On fait le point avec Charles Tatou. La rencontre du secrétaire général de l'UDPCI, Tchagba Bogi Laurent, avec les militants de base, surtout les jeunes venus des localités des régions de Bouaké et du Hambol, visait 3 objectifs. Faire la revue des troupes des militants de base pour démontrer l'implantation de l'UDPCI dans ces régions. Porter l'information par rapport aux orientations données par le président de la conférence du RHDP au sujet du parti unifié. De même, expliquer la nécessité de la participation de l'UDPCI au référendum en faveur de la nouvelle constitution ivoirienne. Le défi de faire en sorte que le président élu, nous puissions encore mobiliser nos troupes pour que l'UDPCI puisse aider le président de la République à atteindre les objectifs majeurs qu'il a, lors de la campagne, exposés à la nation. Il s'agit de se mobiliser pour l'aider à conduire le pays jusqu'à l'émergence. L'UDPCI dispose de 1200 comités de base
implantés dans les régions du Hambol et de Gbeke. Mamadou Ben Soumaoro a tiré sa révérence dans la soirée d'hier à Accra, où il était en exil depuis 5 ans. L'ex-directeur général de la RTI avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2015. Il n'avait pas recouvré la santé depuis. Membre influent du Rassemblement des Républicains à sa création en 1994, il a rejoint plus tard le FPI. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons à aborder ce soir un sujet grave et particulièrement sérieux. La nouvelle est grave. Mamadou Ben Soumaoro a tiré sa révérence ce 11 avril à Accra, à l'âge de 68 ans. L'ex-député de Bako a été également directeur général de la RTI pendant plusieurs années sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. De ce passage à la Maison Bleue, les agents de la télévision ivoirienne sont unanimes sur un fait. Aussi bien dans les débats que dans les émissions de variété, il était toujours à la pointe et il aimait le travail bien fait. Nous avons appris à côté de lui, avec lui. Et ce que je retiens de lui, c'est que si tu es balayeur, si tu acceptes d'être balayeur, balaye correctement. Je me rappelle lorsqu'on avait le journal, partout où il se trouvait, même quand il était dans un restaurant, il suivait le journal. À la moindre petite faute, il appelait en régie. Et la régie, entre deux films ou entre un film, on vous appelait pour vous informer. Aujourd'hui aussi, vous aurez le droit de téléphoner. Les numéros de téléphone sont toujours les mêmes. Le 44 28 35, je répète parce que ce numéro est très inhabituel. Le 44 28 35. Et puis le standard, c'est le 43 90 39. Je m'empresse de dire qu'il fonctionne très mal parce que nous avons 3 lignes sur 10 qui marchent et sur les 3, il y en a 2 qui servent à joindre l'extérieur. Donc il ne vous reste plus qu'une seule ligne. Mais on nous a promis qu'un effort sera fait pour changer ce standard malgré la crise qui nous oppresse. Ben Soumaoro, professionnel hors pair, qui savait susciter le sourire, mais qui pouvait aussi faire pleurer sur un plateau. Mais non, Alpha, il ne faut pas pleurer ici. Pas pleurer. Mamadou Ben Soumaoro, c'était également celui qui avait le compas dans l'œil quand il s'agissait de dénicher des talents. Il a dit à M. Kofi Abdul Karim, tu la formes comme assistante de réalisation, pas speakerine, parce que je ne veux pas. Je veux un métier d'avenir. Et je vois qu'aujourd'hui, il a fait de moi une réalisatrice. Parlons d'Afrique Étoile, par exemple, une grosse production qui, à l'époque, déjà suscitait certaines inquiétudes de par la jeunesse que j'avais pour représenter une telle production. Devant toutes ces sommités de la RTI, on dit, bon, écoutez, vous avez eu cette idée. Djira Youssouf, qui était, on va dire, le réalisateur même de Ben Soumaoro, en qui il avait toute confiance, Junior présentera cette émission. Le micro de Mamadou Ben Soumaoro s'est éteint pour toujours. Le lion ne rugira plus, mais sa voix restera gravée dans la mémoire du monde de la communication en Côte d'Ivoire. Autre sujet, gros plan ce soir sur l'impact de l'orpaillage sur la société et l'environnement immédiat dans lequel l'extraction de l'or artisanal est pratiquée. L'activité, après avoir suscité beaucoup d'intérêt, a été verrouillée par le gouvernement. 150 sites de mines clandestines ont été déguerpis dans les régions du Hambol et de la Maraoué. La situation est diversement interprétée. Le constat d'Amadou Ouattara. Brillant de couleur jaune, l'or est un métal précieux chez nombreux peuples. L'or est synonyme de beauté, de richesse et de mystère. Pour sa valeur, l'or est recherché. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000. Cette forme d'exploitation du métal jaune a attiré en 2010 plus de 2 millions d'immigrés des pays membres de la CEDEAO, selon le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Désordre, banditisme, trafic de stupéfiants, prostitution sont entre autres les activités illicites qui se développent autour de la recherche de l'or, la plupart du temps faite dans la clandestinité. Le 22 octobre 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait toute activité d'exploitation minière artisanale. Cette mesure a touché au moins 150 mines clandestines.
L'État veut donc réorganiser le secteur à travers la mise en place d'un programme de rationalisation de l'orpaillage. Nul n'est maintenant censé creuser des trous en brousse sans que l'État de Côte d'Ivoire ne puisse contrôler. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déguerpissement des orpailleurs partout en Côte d'Ivoire. Cette décision est respectée par endroits grâce aux efforts consentis par les autorités administratives, soutenues dans leurs tâches par les propriétaires terriens et leurs ayants droit. L'État a commencé à réglementer l'orpaillage, à mettre de l'ordre, et ce qui a été fait. Il n'y a plus personne sur ces sites-là. Nous sommes prêts à aider le gouvernement et il n'a qu'à nous aider aussi à organiser mieux que ça. On a pris acte de venir veiller sur nos terrains. La personne que nous allons prendre ici, il va savoir que vraiment la terre n'est plus autorisée à travailler comme avant. Si la population bénéficiaire des retombées de l'orpaillage sont d'accord avec l'État pour le déguerpissement, elles souhaitent la reprise des activités qui leur procurent des revenus. L'orpaillage, une fois organisé, est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Si on dit de recommencer, vraiment, il sera content. Voilà, il y a de nouvelles maisons qui sont au village ici, là. Ça, à cause des orpailleurs, on a fait ça. L'autorité administrative avance que l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or est une mesure gouvernementale afin de protéger la société. Les orpailleurs devront désormais se conformer au nouveau code minier pour espérer exercer de façon formelle. Après cette étape de déguerpissement, le ministre permet à toute personne physique ou morale de faire des demandes. Il faut d'abord être ivoirien pour pouvoir prétendre à une demande d'autorisation semi-industrielle et artisanale. Cette décision vise aussi à réduire considérablement l'impact de l'orpaillage sur la société et l'environnement. Impact qui constitue une réelle préoccupation pour le pouvoir public. La destruction de tout ce qui est forêt, il y a les trous miniers qui sont des pièges à animaux et enfin il y a les produits utilisés dans ce type d'orpaillage qui peuvent influencer la qualité de l'eau brute. Les productions ont tendance à baisser, surtout dans les plantations de caféiers. 912 tonnes en 2014 et en 2015 en matière de production de café et nous sommes à 77 tonnes. La production aurifère nationale, qui avoisine les 18 tonnes à l'année, pourrait connaître un taux d'accroissement seulement si la production inorganisée de l'or devenait formelle et contrôlée par les nationaux, soucieux du respect des règles environnementales et des lois de l'État. C'était un dossier signé Amadou Ouattara. À l'étranger, après 2 ans de guerre civile, le Soudan du Sud est plongé actuellement dans une situation alimentaire alarmante. Selon le Programme alimentaire mondial, il manque environ 381 000 tonnes de céréales et la sécheresse qui secoue le pays en rajoute au drame. Les combats entre l'armée régulière et différents groupes rebelles, les coûts élevés des denrées alimentaires, la chute du cours du pétrole et la corruption menacent la sécurité alimentaire au Sud-Soudan. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévient une pénurie alimentaire est à craindre d'ici la fin de l'année. Nous marchons généralement plus d'1 heure pour aller cueillir des fruits sauvages et des feuilles. Quand nous revenons chez nous, nous ne mangeons qu'une fois par jour le soir. Le lendemain, nous refaisons 1 heure de marche et allons récolter la nourriture une nouvelle fois. Présent dans le pays, le Programme alimentaire mondial tente de combler les besoins, mais non sans difficulté. Des problèmes logistiques surviennent parfois et la distribution de nourriture peut alors prendre 1 mois avant d'arriver. Pour le moment, ces familles dépendent de cette nourriture. La famine et les violences ont fait fuir de nombreux Soudanais. Certains, eux, préfèrent rester dans leur habitation et attendre l'aide alimentaire. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit parce que c'est notre terre natale. Nous sommes vulnérables et nous ne pouvons pas nous déplacer facilement vers un autre endroit. À ce jour, près de la moitié de la population souffre de malnutrition. Selon le PAM, les besoins en céréales s'élèvent à plus de 380 000 tonnes. Et on termine avec ces images du Brésil où une commission de la Chambre des députés du Parlement s'est prononcée hier pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir enfreint la réglementation budgétaire pour favoriser sa réélection
en 2014. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.